Mener l'enquête sur la résurrection d'espèces éteintes pose de nombreuses questions. Qui veut tenter cet exploit? Comment y parvenir? Ces recherches pourraient-elles nous être utiles ou sont-elles contraires à l'éthique? La promesse de cette science de la résurrection serait portée par une seule molécule, l'ADN. On la trouve dans chaque cellule d'un être vivant, à l'intérieur du noyau, sous la forme d'une longue double hélice. Entre ces brins s'enchaînent sur des millions de combinaisons 4 bases, A, G, C et T, adénine, guanine, cytosine et thymine. L'ordre dans lequel elles s'assemblent et se succèdent définit l'information génétique d'un organisme, son génome, propre à chaque être vivant. Bactéries, insectes ou mammifères, il est aujourd'hui possible de séquencer le génome de n'importe quel organisme, identifier l'ordre exact de chacune des lettres qui le composent. Grâce à cette nouvelle maîtrise de l'ADN, des scientifiques affirment donc qu'en manipulant la molécule, il est possible de ressusciter des espèces disparues. Le premier d'entre eux s'appelle Jack Horner, l'un des paléontologues les plus célèbres du monde et sûrement le chasseur de dinosaures le plus talentueux. Il a défrayé la chronique en annonçant qu'il pouvait fabriquer un dinosaure. Il en a même écrit un livre. Éteints depuis 65 millions d'années, ces animaux ont déjà été ressuscités par la science-fiction dans la série des Jurassic Park. Le livre de Jack Horner relève-t-il donc de la fiction ou de la réalité? Pour le savoir, il faut aller à sa rencontre. Son terrain de chasse se trouve dans l'ouest des États-Unis, dans l'État du Montana. La région, située au nord de l'État, est complètement isolée. Des champs de blé s'y étendent à perte de vue. Pour rejoindre l'Eldorado de Jack Horner, il faut d'abord traverser la ville de Rudyard. Petite bourgade d'à peine quelques centaines d'habitants. Ne reste plus ensuite qu'à emprunter une piste qui file vers le nord, tout près de la frontière avec le Canada. C'est ici que se trouve une formation rocheuse très particulière. Un canyon, ancien lit d'une grande rivière, dont les méandres s'étendaient sur plusieurs kilomètres. Jack Horner vient régulièrement sillonner la zone à la recherche de sites de fouilles potentielles. La géologie et la morphologie des lieux semblent être parfaitement adaptées à la recherche de fossiles de dinosaures. All over northern Montana is the Right Age rock. Dans tout le nord du Montana, la roche date de l'époque des dinosaures. Ici, la rivière a creusé dans le sédiment. Ça a érodé le sol et créé ces collines. Ce qu'on recherche quand on veut trouver des fossiles, c'est un lieu comme ça, où une rivière a mis la roche à nu et où l'érosion va si vite que les plantes ne peuvent pas pousser. Si vous regardez sur les flancs de ces collines, la roche est exposée. Il y a très peu de végétation. Voilà le genre d'endroit qu'on cherche. Ils appellent ça des badlands, des mauvaises terres. Pour nous, ce sont des bonnes terres. Les fossiles de dinosaures peuvent être n'importe où, et on en trouve n'importe où.
Ce qu'on fait, c'est monter, descendre, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Les flancs de ces collines regorgent donc de fossiles. D'une année sur l'autre, le vent, la pluie, font apparaître de nouvelles prises. À l'extrémité sud du canyon, la découverte d'un simple fémur qui sortait de terre a suffi à déclencher une fouille de grande ampleur. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, un pan entier de la colline a été creusé et 5 squelettes complets de dinosaures ont été mis au jour. Des sites comme celui-là, Jack Horner en a exploré des centaines dans tout le Montana et constitué l'une des plus grandes collections de fossiles de dinosaures du monde. Tout au long de sa carrière, il a cherché à accumuler le plus de découvertes possibles pour percer les secrets des dinosaures, à trouver ce que personne n'avait encore jamais réussi à trouver. C'était jamais assez. Je voulais constamment aller encore plus loin dans la biologie. À force d'en apprendre sur leur comportement, leur développement, leur évolution, ça m'a conduit à essayer de voir si on ne pouvait pas retrouver de l'ADN des dinosaures. Et pourquoi pas arriver à créer un dinosaure. Retrouver de l'ADN de dinosaures pour en fabriquer un. Le rêve de Jurassic Park devenu réalité. Jack Horner s'est lancé dans ce projet fou, recréer une espèce disparue depuis 65 millions d'années. À partir de 1993, ces équipes ont donc fouillé le sol du Montana à la recherche des fossiles les mieux conservés pour tenter d'en extraire de l'ADN. Au cours de plusieurs programmes de recherche, des scientifiques ont réussi à identifier, à l'intérieur de restes de dinosaures, des constituants de l'hémoglobine, des protéines et même des vaisseaux sanguins. Mais malgré tous leurs efforts, aucune trace d'ADN n'a pu être détectée. Face à cet échec, le paléontologue a refusé d'abandonner et une autre idée a germé dans son esprit. Pour découvrir le projet qu'il a conçu, il faut se rendre à 500 km d'ici. Direction le sud du Montana. Bozeman, avec ses 30 000 habitants, est la 5e ville de l'État. Tout près du centre se trouve l'une de ses attractions principales, le Muséum des Rocheuses. Les milliers de fossiles accumulés par Jack Horner, conservateur du musée, y sont exposés au public ou archivés à l'abri des regards. C'est ici que son plan pour fabriquer un dinosaure a commencé à prendre forme. Après qu'on ait tenté des extractions ADN, j'ai su qu'on n'arriverait pas à en obtenir assez pour créer un dinosaure. Et je voulais vraiment en fabriquer un. Comme on savait que les dinosaures et les oiseaux étaient proches, je me suis dit, si un oiseau est le descendant d'un dinosaure, il porte forcément une partie de son ADN. Donc l'idée est la suivante. Vous prenez un oiseau, un poulet par exemple, c'est facile de s'en procurer un.
C'est un oiseau et c'est le descendant d'un dinosaure. Si vous le regardez, vous voyez qu'il a de nombreuses caractéristiques des dinosaures. Il a des pattes qui se séparent en trois, il a un bréchet, les vertèbres du cou et toutes ces vertèbres sont identiques à celles d'un dinosaure, ses côtes sont presque identiques. Donc vous avez presque un dinosaure ici. Mais il y a quelques petites choses qui ne vont pas. Les dinosaures ont de longues queues et ils ont des bras et des mains à la place des ailes. À l'époque, un de mes amis, Hans Larsson, étudiait comment les dinosaures avaient évolué pour devenir des oiseaux. Et il cherchait comment la queue s'était réduite et comment s'étaient formées les ailes au cours de l'évolution. Et je me suis dit, si lui peut trouver ça, on pourrait inverser le processus et fabriquer un dinosaure. Donc si on arrive à trouver les bons gènes, les gènes qu'on appelle ataviques, on pourrait très bien faire éclore un oiseau qui a des dents, des mains et des bras et une longue queue, ce qui ressemble à peu près à ce qu'on imagine être un dinosaure. Au cours de l'évolution, les oiseaux, plus proches descendants des dinosaures, ont donc conservé de nombreuses caractéristiques de leurs ancêtres. Cet héritage génétique, dissimulé à l'intérieur du noyau de chacune de leurs cellules, se traduit, dans leur ADN, par la présence de certains gènes identiques à ceux des dinosaures, mais qui ne s'expriment plus. Comme tous les gènes qui se succèdent le long de la molécule d'ADN, chacun d'eux est associé à un promoteur situé juste à proximité. Son rôle ressemble à celui d'un interrupteur. C'est lui qui décide si le gène envoie ou non l'information qu'il est censé délivrer à l'organisme. Pour une cellule située dans la queue d'un embryon de poulet, l'expression du gène ancestral qui commande sa croissance est bloquée par son promoteur, un peu comme s'il lui interdisait de fonctionner. La queue s'arrête de pousser, le gène, lui, est toujours là, mais endormi. Il restera inactif toute la vie de l'animal. Pour réussir à fabriquer un dinosaure à partir d'un poulet, Jack Horner a fait appel à Anne Blackwell, spécialisée dans la biologie du développement. En laboratoire, Anne et Laura, son assistante, cherchent donc le moyen de réveiller le gène qui pourrait faire pousser la queue du poulet. Ce qu'on va faire, c'est prendre ce gène de poulet et l'attacher à un autre promoteur. On pense utiliser un promoteur d'alligator parce que le poulet et l'alligator ont des liens de parenté. Donc, si on prend un promoteur d'alligator qui lui a une queue et qu'on le met dans un ADN de poulet, il est fort probable que le poulet reconnaîtra le promoteur et que celui-ci poussera le gène à s'exprimer et à créer une queue, comme pour un alligator. Le procédé s'effectue en plusieurs étapes. La première, placer des œufs fertilisés à l'intérieur d'un incubateur et attendre que les embryons de poulet se développent. Ensuite, extraire leur ADN et tenter d'isoler le bon gène, hérité des dinosaures et responsable de la croissance de leur queue, pour en faire une copie. Ce gène est alors associé en laboratoire au promoteur d'alligator. La dernière phase consiste à ouvrir délicatement la coquille. Un virus, dans lequel a été introduit le gène et son nouveau promoteur, est injecté à l'intérieur de l'œuf. Une fois parvenu dans l'embryon, le virus infecte ces cellules et apporte, dans leur noyau, l'assemblage conçu en laboratoire. L'arrivée du virus casse l'ADN original et élimine le gène et son promoteur qui l'empêchait de s'exprimer. S'insère alors à la place le même gène,
associée cette fois au promoteur d'alligator. La cellule infectée est donc génétiquement modifiée. Le but est d'infecter le plus de cellules possible. Et ensuite, ces cellules vont se multiplier, se développer au cours de la croissance de l'embryon. Si l'opération est un succès, alors la queue de l'embryon continuera à pousser jusqu'à l'éclosion. Le même processus pourra être utilisé pour créer cette fois des pattes griffues. Au début de son développement, l'embryon du poulet est doté de mains à 3 doigts. Et après 7 jours, un gène déclenche leur fusion et les doigts se transforment alors en ailes. En introduisant un nouveau promoteur, il serait possible de désactiver ce gène et d'empêcher l'apparition des ailes. Les mains de l'embryon pourraient donc continuer à se développer. Pour les dents, des chercheurs ont déjà fait une partie du travail. Ils ont observé chez certains embryons de poulets mutants des bourgeons dentaires au niveau du bec. À l'époque, en 2006, la découverte fait sensation. Certes, ces embryons n'ont pas pu survivre plus de quelques jours à l'intérieur de l'œuf, mais cette découverte prouve que ce gène ancestral existe bel et bien dans leur ADN. Une manipulation génétique pourrait donc très bien le réactiver. Un bec ne peut pas avoir de dents. Donc, nous devrons d'abord transformer le bec en mâchoire et ensuite créer des dents. 6 ans. C'est la durée estimée par Anne Blackwell et Jack Horner avant de réussir chacune des modifications nécessaires pour faire éclore ce nouvel animal. Une mâchoire avec des dents, des pattes griffues et une longue queue. Ce poulet dinosaurisé a déjà été baptisé Chickenosaure. On peut donc modifier l'ADN d'un poulet pour créer une nouvelle espèce, moitié oiseau, moitié dinosaure. Un exploit certes, mais pas une résurrection. L'obstacle majeur au retour des dinosaures sur Terre est dû en réalité à la fragilité de la molécule d'ADN. Celle-ci se dégrade très rapidement dès la mort d'un organisme. Dans le cas des dinosaures, disparus depuis trop longtemps, il ne reste plus la moindre trace de leur ADN sur Terre. Les ressusciter semble donc impossible. La science de la résurrection doit donc s'intéresser en priorité à ceux qui se sont éteints plus récemment. Les mammouths, par exemple. Les derniers à avoir survécu vivaient en Russie il y a environ 10 000 ans. Lorsque les terres gelées de Sibérie se mettent à fondre, on y retrouve régulièrement des mammouths ensevelis, très bien conservés. On leur donne même des noms. Dans des laboratoires spécialisés, des paléogénéticiens parviennent à en extraire de l'ADN. Parmi eux, Régis De Bruyne est l'un des seuls chercheurs français à avoir participé à des autopsies de mammouths. Il travaille à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. Un peu comme sur une scène de crime, pénétrer dans un laboratoire d'extraction d'ADN oblige à respecter des procédures très strictes pour éviter toute contamination. La pièce, stérile, doit rester totalement hermétique. Stockés dans des congélateurs, tous les échantillons ont été prélevés sur des mammouths trouvés dans le sol de la Sibérie. Momifiés naturellement par le froid,
de nombreux restes ont pu être extraits de leurs cadavres. De la peau, des morceaux d'organes, du contenu d'estomac et même des muscles. Dans chacun de ces échantillons se cachent donc des traces d'ADN datant de plusieurs millénaires. Ceux à l'intérieur desquels Régis peut en récupérer le maximum sont les poils, les dents, mais surtout les os. Le froid a agi tout de suite pour ralentir les processus de dégradation et limiter leur impact sur les molécules d'ADN, et donc limiter la fragmentation de cet ADN en petits morceaux. Le fait que ces mammouths soient très bien conservés, c'est un signe qu'ils ont été rapidement ensevelis après leur mort, et donc ils ont eu assez peu de temps finalement après leur mort pour être dégradés aussi bien par les organismes du dehors que par leur propre processus interne. Donc de ce point de vue, on se retrouve avec des mammouths qui, du point de vue de leur contenu en ADN, sont beaucoup mieux préservés que l'ADN qu'on pourrait récupérer dans un crâne d'éléphant qui serait mort dans la savane il y a 1 ou 2 ans, uniquement parce que le froid aura considérablement ralenti le processus de dégradation. Régis vient de recevoir un morceau de côte appartenant à la momie congelée d'un jeune mammouth que les scientifiques ont baptisé Yuka. Il vivait en Sibérie il y a plus de 20 000 ans. La procédure d'extraction se déroule en plusieurs étapes. La première, nettoyer délicatement l'os pour ôter les traces de terre dans laquelle il était enseveli. Ensuite, en découper une minuscule tranche. Si la partie intérieure, qui contenait la moelle osseuse, a presque totalement disparu, la partie périphérique est encore très dense. Elle a donc bien protégé les cellules qui s'y trouvaient du temps où l'animal était en vie. Quelques fragments de matière sont alors plongés dans une solution qui va dissoudre l'os et libérer le contenu des cellules de mammouth, mélange de protéines, de graisse, de sucre et d'ADN. C'est donc dans ce mélange d'apparence laiteuse que se dissimule l'ADN de Yuka, conservé à travers le temps grâce au froid de la Sibérie. L'étape finale s'effectue dans un autre laboratoire. Elle consiste à introduire dans le mélange issu de l'os dissous un marqueur chimique qui va se fixer aux molécules d'ADN. L'ensemble est alors injecté dans un gel, puis placé sous des rayons ultraviolets. Apparaissent alors des petits traits lumineux. De l'ADN de mammouth, vieux de 20 000 ans, vient enfin de ressurgir du passé. Malheureusement, ces traces ne représentent que quelques morceaux seulement de la molécule initiale. Malgré le froid, celle-ci s'est dégradée, fragmentée, et la majeure partie de l'ADN a totalement disparu. En général, c'est assez décevant puisqu'on aboutit à des millions de morceaux extrêmement petits qui eux-mêmes représentent quelques millionièmes uniquement du génome complet. De sorte qu'il faut reconstituer de façon intellectuelle, assembler ces morceaux séparés sur ordinateur pour recomposer la séquence d'un génome complet. La limite aujourd'hui à la réalisation d'un génome complet de mammouth, c'est uniquement de trouver le mammouth le moins dégradé possible qui nous permettra, avec la même quantité de travail, de générer beaucoup plus d'informations génétiques, des pièces de puzzle beaucoup plus grosses en somme, qui faciliteront à la fin la reconstitution du génome dans son intégralité. Séquencer le génome complet du mammouth. Reconstituer, grâce aux millions de fragments retrouvés dans un échantillon, l'intégralité du code génétique de l'animal.
Aujourd'hui, on en connaît environ 70%. Mais comme Régis Debruyne, plusieurs équipes de paléogénéticiens travaillent sur l'ADN du mammouth. Le séquençage de l'intégralité de son génome est donc imminent. Malgré leur disparition, il reste donc encore des traces d'ADN de mammouth sur la Terre. Une équipe japonaise, dirigée par le professeur Akira Hiritani, tente même de retrouver un noyau de cellules de mammouth encore intact. Un ADN intégral. Il serait alors capable de cloner un mammouth. La technique a déjà fait ses preuves sur une souris morte depuis 16 ans. En 2008, Teruhiko Wakayama et son équipe de l'Institut Riken au Japon ont réussi à créer des clones d'une souris congelée. Ils ont d'abord prélevé des noyaux de cellules cérébrales. Ils les ont ensuite transférés dans des ovules de souris vivantes dont le noyau avait été retiré. 12 souris ont pu voir le jour en parfaite santé. Leur ADN était absolument identique à celui de la souris morte. La réussite des chercheurs de Riken est une aubaine pour le professeur Hiritani qui rêve de ressusciter un mammouth. Son laboratoire se trouve à l'université Kinki, tout près de la ville de Wakayama. Situé à moins de 10 km du centre-ville, le campus de l'université Kinki héberge l'Institut des technologies avancées. Âgé de 83 ans, pionnier de la génétique au Japon, le professeur Akira Hiritani veut être le premier à ressusciter une espèce disparue. Dans les laboratoires de l'Institut, il tente avec le professeur Hiromi Kato de faire renaître le mammouth grâce à la technique du clonage. Le principe de base est assez simple. Il nécessite un noyau de cellules de mammouth en très bon état et un ovule de femelle éléphant, l'espèce actuelle la plus proche du mammouth disparu. La première étape, c'est de prélever le noyau d'un ovule de femelle éléphante. C'est la préparation de ce qu'on appelle l'ovule réceptif. Ensuite, on récupère le noyau de la cellule de mammouth qui contient son ADN. Et on va injecter ce noyau dans l'ovule de l'éléphante. En fait, la technique qu'on applique pour le mammouth est celle qu'on utilise déjà pour les vaches, par exemple. Une fois que le noyau de l'animal que l'on veut cloner a été introduit dans l'ovule, on va laisser les cellules se développer à l'intérieur pour commencer à former l'embryon. Dès qu'on a une soixantaine de cellules qui se sont multipliées, on transplante l'ovule dans l'utérus de l'éléphante. Si ça marche, la grossesse dure environ 600 jours. Si la mère porteuse ne fait pas de fausse couche, après 2 ans, elle donne naissance au bébé mammouth.
si le principe semble simple, sa mise en œuvre est loin d'être évidente. Le défi le plus grand consiste à trouver des cellules de mammouth dont l'ADN n'a pas été dégradé. Jusqu'à présent, les deux scientifiques ont mené leurs expériences à partir de cellules extraites d'un fragment de patte de mammouth retrouvé en 2002. Un échantillon tellement bien conservé que de la moelle osseuse est encore présente à l'intérieur de l'os. Mais malgré de nombreuses tentatives, aucun noyau viable n'a pu être récupéré. Les deux professeurs travaillent en collaboration avec le muséum russe qui dirige les expéditions sibériennes et retrouve régulièrement des restes de mammouth lorsque fond la terre gelée en été. Dès qu'une momie semble parfaitement conservée, les Russes contactent leurs homologues japonais. Ça, c'est un fémur de mammouth qui vient d'être découvert en Sibérie. C'est l'équipe du muséum de Yakoutsk qui l'a trouvé. Ils ont examiné l'état de la moelle osseuse et elle est vraiment très bien. Comme ils savent que nous cherchons des os en très bon état, ils nous l'ont proposé. Si la moelle osseuse est bien conservée, on peut espérer en extraire un noyau viable. C'est donc un échantillon qui est très prometteur. Jusqu'à aujourd'hui, le noyau tant attendu n'a pas été découvert. Mais Akira Iritani est convaincu que sa technique est la bonne. Dans combien de temps le bébé mammouth pourra naître ? Je ne peux pas répondre à cette question, car il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je peux vous dire qu'on aura un embryon assez rapidement. Aujourd'hui, la plupart des paléogénéticiens sont sceptiques sur la possibilité de retrouver de l'ADN de mammouth intact. Akira Iritani, lui, continue d'espérer et la presse fantasme régulièrement sur l'arrivée prochaine d'un bébé mammouth sur Terre. Mais faire naître un mammouth nécessitera bien plus que retrouver son ADN. Il faudra également parvenir à prélever un ovule de femelle éléphant et à le féconder en laboratoire pour qu'un embryon de mammouth s'y développe. La dernière étape consistera à l'implanter dans l'utérus d'une mère porteuse, un exploit que personne n'a encore jamais réussi. Le défi pour faire revivre un animal disparu semble donc immense. Pourtant, la science de la résurrection compte aller encore plus loin. Faire revivre l'homme de Néandertal, notre plus proche cousin, disparu il y a environ 28 000 ans. Longtemps, il a été considéré comme un sous-homme, plus proche du singe. Mais les dernières découvertes archéologiques ont fait douter les chercheurs. Des fouilles ont repris sur les lieux où leurs premiers restes ont été retrouvés. Comme ici, au centre de la France, où un squelette entier a été découvert au début du XXe siècle. Au cœur de la Corrèze, tout près du village de la Chapelle-aux-Saints, a été retrouvé dans une grotte en 1908 le premier squelette complet d'homme de Néandertal. Il s'agissait d'un individu adulte qui vivait dans la région il y a plus de 40 000 ans. Un siècle après la découverte, les fouilles ont donc repris pour lever les mystères qui entourent encore cette espèce. D'abord, la disposition du squelette tel qu'il a été retrouvé est typique d'une sépulture. Néandertal aurait donc développé à l'époque une pensée symbolique, peut-être même religieuse. Une première pour une autre espèce que l'homme. Que savons-nous exactement de ces individus ? Qui étaient-ils ? À quoi ressemblaient-ils ? Nos Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs.
Donc ils étaient contraints de se déplacer énormément pour suivre les troupeaux, ou en fonction de la disponibilité simplement des ressources. On les retrouve en grotte parce que c'est l'endroit où d'abord c'est le plus facile de fouiller. Et c'est le plus facile de les trouver ici. Mais depuis qu'on a lancé des grands travaux un peu partout, on a trouvé énormément de sites néandertaliens en plaine. On se rend compte encore là aussi que l'image de cet homme qui vit enfermé dans les grottes est un petit peu, est complètement obsolète. Il se tenait debout, il marchait probablement de manière assez, tout à fait normale. Physiquement, il est assez proche de nous, hein. Il a une stature qui est proche de la nôtre. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il ne nous reste que les ossements. Il nous manque toute une partie des éléments pour savoir à quoi il ressemblait exactement. Quelle était la forme de son visage, quelle était sa pilosité. Ça, on l'a de manière indirecte. L'image de Néandertal est donc en train d'évoluer. Les derniers représentants de l'espèce auraient développé des outils plus complexes, une grande richesse culturelle. Tout ce qui était censé être jusqu'à présent l'apanage des hommes modernes. Néandertal ne serait donc pas si différent de nous. En 2010, des scientifiques sont parvenus à séquencer le génome de Néandertal grâce à des ossements retrouvés en Croatie. À l'origine de cet exploit, une équipe de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. À sa tête, Svante Pääbo, suédois, pionnier de l'exploration de l'ADN ancien. Son séquençage du génome néandertalien a été salué par le monde entier. Mais il a ouvert une perspective que lui-même n'avait peut-être pas anticipée. C'est George Church qui, le premier, a affirmé qu'en connaissant le génome de Néandertal, il serait possible de le ressusciter. Professeur de génétique, George Church n'est pas n'importe qui. Il est l'un de ceux qui ont réussi à séquencer le génome de l'être humain et a été baptisé par la presse le Picasso de l'ADN. Il détiendrait donc la clé de cette enquête sur la résurrection des espèces disparues. La technologie qu'il a mise au point se cache dans les laboratoires de Harvard, à Boston. Entrer dans les laboratoires de génétique de la faculté de médecine de Harvard est comme plonger dans notre futur. C'est ici que les équipes de George Church font avancer la science vers des domaines encore inexplorés, vers de nouvelles perspectives, à la fois spectaculaires et effrayantes. Le scientifique s'est lancé dans une nouvelle discipline appelée biologie de synthèse. Avec son équipe, il a mis au point une machine unique au monde, cachée dans un sous-sol du laboratoire. Ce dispositif permet d'injecter à l'intérieur d'une cellule des petits bouts d'ADN synthétique. En arrivant dans le noyau, ces morceaux modifient les gènes de la cellule. En une seule journée, la machine est capable de créer des milliards de nouveaux génomes différents. Une véritable chaîne d'assemblage automatique pour ADN. Les nouvelles formes de vie qu'elle crée ont donc des propriétés jusqu'alors totalement inconnues. Bientôt, de la même façon qu'il est aujourd'hui tout à fait normal d'avoir une imprimante à jet d'encre pour imprimer un document, il sera tout à fait normal d'en avoir une qui imprime de l'ADN, des A, des C, des G et des T. Ces produits chimiques seront un peu comme les couleurs de la cartouche d'encre. Ce qui est révolutionnaire, c'est que quand vous imprimez une nouvelle séquence d'ADN,
ça crée un organisme vivant qui peut produire des nouvelles molécules, de la nourriture et même devenir beaucoup plus complexe. C'est peut-être grâce à cette technologie qu'il sera possible de ressusciter une espèce disparue. Dans le cas de l'homme de Néandertal, il suffira de comparer les séquences de son ADN avec celles de l'ADN de l'être humain et identifier les zones qui diffèrent entre les deux molécules. Ensuite, des petits brins d'ADN synthétique seront introduits dans une cellule humaine pour remplacer, dans son ADN, les parties qui ne correspondent pas à celles de Néandertal. Par ajout successif, l'ADN humain se transformera petit à petit en ADN néandertalien jusqu'à devenir totalement identique. Mon laboratoire travaille pour faire baisser les coûts de ces technologies, pour que d'autres laboratoires puissent les utiliser pour leur recherche. D'ici 6 ans, le prix sera suffisamment bas pour que n'importe quel scientifique puisse créer un nouveau génome de mammifère et l'implanter dans une cellule. Et à partir de là, vous pourrez vraiment fabriquer tout ce que vous voulez, tant que ça ressemble à peu près à quelque chose qui a déjà existé. Résumons. On a séquencé le génome du mammouth et on dispose de l'ADN de son cousin l'éléphant. Pareil pour le génome de Néandertal et l'ADN de son cousin, nous, les humains. Avec ces éléments, on pourra créer des cellules dont les génomes seront identiques à celui du mammouth et de Néandertal. La première étape vers leur résurrection est donc possible. Il faudra ensuite implanter ces cellules dans des mères porteuses. Pour le mammouth, trouver suffisamment d'éléphantes est déjà un problème. Pour Néandertal, qui accueillera l'ovule fécondé? Certains parlent d'une chimpanzé, d'autres évoquent même une femme. Les problèmes éthiques sont considérables et l'intérêt de ces recherches peut même être remis en cause. Pourtant, au-delà du défi scientifique que se sont fixés les chercheurs rencontrés au cours de cette enquête, chacun d'eux a sa propre façon de voir les choses. Chacun a sa propre éthique. Franchement, je ne pense pas que ce qu'on fait pose un problème éthique. Ce serait super de fabriquer plein de nouveaux animaux. Si on y réfléchit bien, pourquoi avoir créé la race des chihuahuas? Au départ, ça a démarré avec un loup. Après, il a fallu faire de la sélection génétique et des croisements pour obtenir ce chien très bizarre. En le regardant, on se dit, pourquoi quelqu'un a voulu faire ça? Nous, on a un oiseau et on veut le retransformer en un animal que nous connaissons. On veut fabriquer un dinosaure. Prenons le cas de Néandertal et laissons de côté des exemples éthiquement plus simples, comme les ours des cavernes ou les tigres à dents de sabre. Pour ressusciter Néandertal, il faut qu'on sache faire du clonage humain en toute confiance. Il fut un temps où pratiquer une fécondation in vitro était considéré très risqué et scientifiquement discutable. Aujourd'hui, c'est admis dans nos sociétés, et il serait immoral de refuser une fécondation in vitro à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. La même évolution pourrait très bien se produire pour le clonage humain. L'éthique évoluerait-elle au gré de nos propres intérêts? Ce que nous considérons d'un mauvais œil aujourd'hui pourrait-il s'avérer tout à fait acceptable demain? L'homme s'autorise depuis bien longtemps à modeler son environnement et les espèces qui l'entourent pour ses propres besoins et selon ses propres envies. Se pose alors la question, faire revivre une espèce du passé pourrait-il nous être utile dans le futur? C'est très difficile de prévoir l'intérêt scientifique de quelque chose à l'avance. Pour Néandertal, différents scénarios pourraient conduire à ce que sa résurrection devienne éthiquement acceptable.
Imaginons qu'on découvre que les hommes de Néandertal étaient résistants à des maladies génétiques, infectieuses, en tout cas qu'ils aient des propriétés que nous, les humains, souhaiterions avoir. Nous pourrions alors décider non pas de créer un Néandertal en entier, mais juste quelques cellules qui nous seraient transplantées pour nous rendre plus résistants aux maladies. Voilà comment tout pourrait commencer. Quand on me demande pourquoi je veux faire un dino-poulet, vous savez, il y a plein de raisons. Pour s'amuser? Bien sûr qu'on s'amuse. Mais nous allons aussi apprendre un tas de choses sur l'ingénierie génétique qui seront applicables à la médecine. Nous avons cette capacité. Nous améliorons constamment nos connaissances, notre savoir-faire pour fabriquer de nouvelles espèces. Nous avons les outils pour le faire, donc autant le faire. Dans le cas des mammouths, certains pensent que si on les réintroduisait dans les zones de toundra au nord, ça permettrait à des terres beaucoup plus riches en prairies et en arbustes de se développer. Ça, c'est un premier argument. Ensuite, si vous croyez à la préservation des espèces dans des réserves, le mammouth pourrait être le premier pas vers la résurrection des espèces animales que nous, les hommes, avons fait disparaître. Et cette fois, tenter de les préserver, à l'état le plus naturel possible, non pas dans des petites cages, mais en liberté. Le but n'est pas forcément la résurrection du mammouth, mais de prouver qu'avec le clonage, on peut faire renaître un animal qui a disparu il y a plus de 10 000 ans. Et si on prouve ça, on aura la possibilité de le faire pour toutes les espèces qui ont disparu plus récemment. Aujourd'hui, plus les conditions de vie des êtres humains s'améliorent, moins on a d'animaux sauvages. Et en tant que biologiste, je veux faire un acte utile avec cette technologie. Je pense que c'est ça aussi ma responsabilité. Les débats sur l'utilité de ressusciter des espèces éteintes opposent les scientifiques. Certains pensent que l'argent consacré à ces recherches serait beaucoup plus utile ailleurs. D'autres préconisent d'ores et déjà de congeler l'ADN des espèces menacées pour pouvoir un jour les cloner et les sauver de l'extinction. La question n'est pas de savoir si on va rendre la vie à un mammouth ou pas. Je suis convaincu que ça va se faire assez vite. La question est plutôt de savoir comment on va autoriser les chercheurs à manipuler ce savoir-là. Si on peut s'autoriser à le faire sur le mammouth, est-ce qu'on peut s'autoriser à le faire sur l'homme de Néandertal ou autre? C'est une vraie question de société, c'est pas seulement une question scientifique. La capacité scientifique nous donne-t-elle le droit de réaliser cette expérience? J'en suis pas convaincu, non. L'enquête se termine sur la certitude que la science de la résurrection est déjà en marche, qu'on le veuille ou non. Ressusciter des espèces disparues ne sera sûrement que le premier pas vers un avenir où les individus eux-mêmes pourront conserver leur ADN et se cloner pour renaître après leur mort. Perspective digne de la science-fiction qui semble pourtant à portée de main. Avec de tels pouvoirs, les responsabilités de l'espèce humaine sont immenses. Comment les utiliser au profit de l'homme et non à ses dépens? Là est bien la question. Mais ça, c'est une autre histoire.